il faut se rendre à l'évidence que plusieurs ressentent un vide spirituel. Vide que chacun essaie de combler à sa façon et parfois même de façon inusitée. Pour vous en rendre compte, vous n'avez qu'à consulter le babillard de n'importe quel magasin d'aliments naturels pour découvrir les mille et une possibilités, les mille et un trucs, bref, les mille et une niaiseries qui s'offrent à vous pour vivre en paix. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le télétravail? Oui. Oui? Oui. C'est quoi? C'est le travail à la maison, sur ordinateur. Je connais très bien le concept et je pense que c'est une très bonne alternative. Salut, ici Sophie Lambert. Vous imaginez-vous en train de travailler à la maison, c'est-à-dire avoir son bureau à domicile? C'est sûrement le rêve de plusieurs d'entre nous. Imaginez, pas d'embouteillage le matin, pas de pare-choc à pare-choc, pas de temps perdu à chercher le stationnement, puis surtout, pas de patron qui nous surveille derrière le dos. Un bouleversement important est en train de se produire dans le monde du travail. L'accélération sans précédent de la technologie et des communications commence à bousculer nos méthodes habituelles de fonctionnement. Au moment où l'on se parle, l'ordinateur, les communications vidéo, la téléphonie permettent à des milliers de citoyens de travailler à partir de leur résidence. Mathilde Beausoleil est graphiste. Il y a 5 ans, elle décidait, elle aussi, de faire le saut. C'est venu un petit peu avec les années, avec le temps, puisque bon, j'étais en agence, bon, l'agence a fermé ses portes, je m'étais montée une clientèle le soir, bon. Et petit à petit, ça s'est adonné comme ça. Pour moi, c'est une liberté, liberté incroyable. C'est pas se rendre au bureau, pas au boulot quand tu es en agence, pas de prendre la voiture. C'est un stress de moins. Je construis mes horaires en fonction de ce que je veux. C'est dans un atelier adjacent à la maison que Mathilde Beausoleil a aménagé son bureau. Une séparation physique est tout de même nécessaire, selon elle, pour concilier travail et vie de famille. Une expérience qu'elle considère fort concluante jusqu'ici. Pour elle, c'est hyper agréable. Puis évidemment, dans l'intimité, je veux dire, moi, j'ai pas à l'attendre. J'arrive ici, je prépare à manger, puis elle est là, elle est toujours disponible. Moi, je vois que des avantages, en fait, pour elle. Et le fait qu'elle se lève, elle, 2 heures plus tard que moi, elle commence à 9h30, mais à 9h25, elle, Madame la Comtesse, se réveille et va travailler. John Peters Humphrey de Montréal était parmi les juristes chargés de rédiger la première déclaration des droits de la personne. L'Université McGill conserve d'ailleurs précieusement le brouillon qu'il a écrit. J'ai fait une espèce de synthèse. Alors j'ai décidé que je mettrais ça et je ne mettrais pas ça. Et ce qui était peut-être la plus importante, j'ai décidé d'inclure les droits économiques, sociaux et culturels. Le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de la personne, adoptée par les Nations unies, garantit des droits inaliénables à chaque être humain. Il y a toujours, comme avant, des violations des droits de l'homme. On a souvent pensé au Cambodge, par exemple, ou certains pays de l'Amérique latine. Mais quand même, il existe maintenant quelque chose qui n'existait pas avant. Ce sont des standards par lesquels nous pouvons juger ces pays. Amnesty International s'occupe principalement de prisonniers d'opinion et lutte pour l'abolition de la torture. Quand Amnesty International fait libérer un prisonnier, nous prenons la relève ici au Canada. Nous combattons la torture en neutralisant ses effets. À Toronto, le Centre canadien pour les victimes de la torture est un des moyens les plus originaux pour la défense des droits de la personne. À la fin des années 70, des médecins ont eu des personnes torturées comme patients et ils ne savaient pas comment les traiter. Alors, le centre a été créé afin de répondre aux besoins spécifiques des victimes de la torture. Ici, on se charge de mettre en contact les victimes de la torture avec tout un réseau de bénévoles, de médecins, de psychiatres. C'est ainsi qu'Amnesty International a organisé sa tournée de concerts rock l'automne dernier. 60 000 jeunes. Mais Amnesty avait un message et je pense que les jeunes ont reçu ce message.
En Algérie, plus de la moitié de la population a moins de 25 ans. Ce sont évidemment les jeunes qu'on a retrouvés au premier rang de la manifestation. Mohamed est venu de lui-même, malgré la peur et le risque d'être suivi par la police. J'ai fait une manifestation, oui. J'ai parlé, j'ai sorti à la rue, j'ai crié jusqu'au bout. Tu étais là quand les soldats ont tiré? Oui, j'étais là, oui, à Libière. Tu as eu peur? Pas tellement, hein. À cause de la vérité. À cause de? La vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? C'est-à-dire le droit. Tu savais que tu avais raison? On a raison, nous. On n'a pas fait quelque chose qui n'est pas bien. Vous savez que l'Algérie a hérité de la Révolution et tient à être un pays qui défend à l'extérieur les droits de l'homme. Mais en Algérie, elle n'applique pas cette méthode. C'est ce que nous avons dit. J'ai dit, les droits de l'homme, il faut commencer d'abord à balayer devant sa porte. L'Algérie a donc curieusement 2 ligues des droits de l'homme. La première qui vit et travaille dans la quasi-clandestinité. Et non seulement l'agrément nous a été refusé, mais notre ligue a été frappée d'une répression. Et vous savez pourquoi? Non pas parce qu'elle n'était pas conforme au droit interne et au droit international, mais parce que nous sommes un régime de parti unique. Le cinéma d'auteur, c'est un cinéma courageux. C'est un cinéma qui n'est pas fait selon les règles. Mais pour moi, un film d'auteur, c'est une catégorie assez restreinte. Il y a le cinéma d'auteur qui a beaucoup de mal à exister, surtout à une période où tout tend à se polariser. Quand j'entends polariser, je veux dire qu'il y a les 2 extrêmes du spectre du cinéma ou du spectacle visuel. Et maintenant que la télévision a pris de l'ampleur, il y a une polarisation du côté de la télévision sur le spectacle télévisuel. Et puis, il y a une polarisation sur l'autre extrémité du spectre du cinéma, qui est le cinéma à grand déploiement, dont l'apogée est le Titanic, mettons. Mais on sent bien que, de toute façon, ça se polarise dans un sens et dans l'autre. Puis là, au beau milieu, il reste le cinéma d'auteur qui, lui, cherche un petit peu son public et puis essaie de se retrouver. Et puis, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent qu'il est en état de crise, etc. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. C'est ainsi qu'on impute à la sécurité militaire du pays. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien,